Bonjour à tous, bienvenue dans cette 28e vidéo de mon challenge crypto. Aujourd'hui on va parler de Kant, qui est en 31e position des top crypto, et qui a un cours d'approximativement 112 dollars. Donc Kant, c'est essentiellement l'interopérabilité et un petit peu la collecte d'informations comme Chainlink. On va voir ça tout de suite. Donc en une phrase, l'idée c'est de permettre à toute entité, une entreprise, un particulier, de communiquer avec n'importe quelle blockchain et de pouvoir y apporter des informations. Donc l'idée, c'est qu'on a un système opérationnel, donc ce n'est pas une blockchain, c'est vraiment un outil qu'on vient ajouter sur les blockchains pour travailler dessus, pour les faire communiquer. Notamment, on peut penser à une passerelle en fait entre les blockchains. En plus, ça permet de faciliter l'accès au monde des blockchains pour les entités du monde réel, donc un peu comme le ferait un Chainlink. Et tout ça, ça se fait par l'intermédiaire de certaines applications qui s'appellent les maps. Et en fait, les maps pour applications multi-chain. Ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, vous pouvez créer une application qui va fonctionner à la fois sur Ethereum, à la fois sur Bitcoin, à la fois dans le monde Cosmos. Bref, des applications qui sont utilisables sur toutes les blockchains. C'est l'idée principale derrière le projet Quant. Il a été fondé en 2018 par Gilbert Verdicant. Derrière, il y a l'entreprise Hyperledger, qui est basée en UK et en Suisse. Et c'est intéressant de savoir qu'ils ont réussi à lever 15 millions de dollars lors de l'ICO qui a eu lieu en 2018. Alors comment ils font? Au niveau de la technologie, déjà on est basé sur Ethereum. Donc on est ERC20 compatible. Comme vous pouvez peut-être vous en douter, comme on est capable de travailler sur différentes blockchains, si le besoin s'en fait sentir, à un moment ou à un autre dans la vie du projet Quant, ils pourront changer de blockchain. Ils ont la capacité à aller s'installer sur une autre blockchain, c'est juste que pour le moment, Ethereum a été privilégié. Un point qui est intéressant et plutôt surprenant, c'est que contrairement à la plupart des autres projets, le code de développement de Quant n'est pas open source. Donc on ne peut pas aller regarder très facilement comment est-ce que c'est codé, qu'est-ce qu'ils font, est-ce qu'on peut y apporter des modifications. C'est des choses qui ne sont pas faciles à faire. Donc c'est moins développeur friendly que la plupart des projets qu'on a pu voir jusqu'à maintenant. Cela dit, ça fonctionne sur deux gros axes. Le premier, c'est l'Over Ledger OS, qui est tout simplement un système d'exploitation pour faire tourner du coup le projet et qui du coup est à la base de la communication des blockchains, en tout cas dans ce projet-là. Donc OS comme Windows en fait, hein. C'est vraiment, quand je dis système d'exploitation, il faut vraiment penser à un Windows, à un Ubuntu, ce genre de choses-là. Donc vraiment le core, le système de base hein, qui permet de faire tourner la machine. Et du coup, vient se greffer là-dessus le Ledger Network, donc le réseau, qui va en fait rassembler l'ensemble des ce que j'appelle les parties qui travaillent avec Overledger OS, donc avec le système d'exploitation. Donc les parties en fait ça va être les utilisateurs, les entreprises potentielles et surtout les développeurs qui vont venir créer des applications et bien évidemment après toutes les personnes qui vont venir s'en servir dans l'intérêt de faire fonctionner les blockchains ensemble. Donc au niveau du token, et plus précisément de la tokenomique, on a une supply max de 14 612 493 Quant, donc c'est le nombre de jetons, c'est très très précis. Il n'y en aura pas plus, sont émis 83%, donc approximativement 12 millions. Savoir que la répartition initiale, c'est 30% pour le projet, la team, le développement, les conseillers qui sont venus, toutes ces choses-là, et 70% qui sont allés aux investisseurs. Ce qui est intéressant, ce qu'il faut en savoir, c'est que la supply initialement a été supérieure aux 14 millions et demi qui sont annoncés là, mais que le projet est né dans une période un peu compliquée, économiquement parlant, et que du coup la prévente ne s'est pas faite aussi bien qu'ils l'auraient souhaité, ils n'ont pas levé autant qu'ils ont voulu, et la team a fait le choix de burn une partie assez importante des tokens qui existaient. Donc vous pourrez trouver des informations anciennes dans lesquelles la supply max était plus importante, mais actuellement, et pour les années à venir, elle est de 14 millions et demi. Au niveau de l'utilité du token, alors, il
Et un point qui est important à mentionner, c'est que pour utiliser Kant sur vos blockchains, vous allez devoir payer, et donc le paiement se fait sous la forme d'une location, en fait, enfin d'un holding des tokens Quant, parce que vous allez louer en fait la licence d'utilisation Quant, comme vous pouvez, quand vous êtes une entreprise, louer par exemple PowerPoint, enfin toute la suite Office, l'accès à des fonctionnalités spécifiques de la suite PDF, ce genre de choses. Et bien là, vous allez de la même façon louer les services du système Quant. Donc il y a des frais pour la location, il y a des frais bien évidemment d'utilisation sur la plateforme, et il y a des frais pour utiliser et développer les maps, donc les applications multi-chain. Vous allez avoir du coup besoin, quand vous êtes un développeur, d'avoir des tokens, et quand vous êtes un utilisateur, vous allez aussi avoir besoin des tokens. Donc essentiellement, voilà les fonctionnalités du Quant. Et donc dans l'ensemble, je dirais que c'est un projet qui est vraiment intéressant parce qu'il a une approche qui est particulière, qui est déjà existante, qui est déjà fonctionnelle, hein. Il a une interopérabilité fonctionnelle avec déjà 11 réseaux et blockchains, donc c'est pas du tout négligeable. Ce qui est intéressant, c'est qu'il ne va pas limiter ces blockchains comme peuvent le faire d'autres projets d'interopérabilité où il faut se greffer dessus, où seul un certain nombre de projets peuvent exister sur la layer 0. Là, on est vraiment sur une fonctionnalité inverse, c'est-à-dire qu'il va venir sur les projets et donc il peut aller partout sans créer de limites, sans créer de contraintes. Donc ça, c'est vraiment bien. Le deuxième point très très intéressant qu'il a de plus que les layers 0 qu'on a déjà pu voir, c'est qu'il va permettre de connecter les blockchains au monde réel et d'aller chercher de l'information et d'aller chercher des partenariats pertinents avec les organisations du monde réel. Et donc je parle là des organisations gouvernementales. Donc c'est déjà quelque chose qui est lancé, qui est plus ou moins en place, qui fait que quand en fait a évolué dans un sens, à être en cohérence directe avec la régulation, ce qui fait qu'il devrait y avoir beaucoup moins de problèmes que d'autres projets qui auront potentiellement à être surveillés par la SEC et ce genre de choses. On notera qu'il a un partenariat avec Amazon Web Services, ce qui est quand même pas négligeable non plus. Maintenant, ça posera aussi la question de qu'est-ce que vient faire Amazon là-dedans en termes de contrôle, etc. Parce qu'on sait que c'est particulièrement centralisé, Amazon. Mais bon, globalement, c'est un gros nom qui est associé au projet, donc c'est quelque chose de très très bien pour l'adoption. Donc il a une offre, comme je disais, qui est assez différente de ses concurrents, et un token qui est utile, comme on a pu le voir juste avant, qui est nécessaire dans tout le développement du projet, et en plus, il y en a assez peu des tokens, donc on peut supposer qu'à long terme, le prix va avoir tendance à s'apprécier, c'est quelque chose qui nous intéresse beaucoup en tant qu'investisseur. On garde en tête qu'il y a encore 17% à émettre, ce qui n'est pas totalement négligeable non plus. Donc au niveau des points entre guillemets négatifs, parce que c'est pas vraiment des points négatifs, mais du coup il est sur un projet, comment dirais-je, euh, sur un secteur qui est plutôt concurrentiel, où il y a déjà DOT, où il y a déjà Cosmos, en ce qui concerne l'interopérabilité, en ce qui concerne la collecte d'informations, etc., le système des oracles en fait. Il y a Link, hein, qui est quand même le plus gros acteur. Donc ce sont des projets, des projets qui sont assez costauds, qui sont sur des domaines importants de développement évidents pour la blockchain et qui du coup ne seront pas limités par le fait que telle ou telle blockchain arrête de fonctionner, parce qu'en fait c'est des projets qui sont du coup sur une couche supérieure à tout ça, ou inférieure selon la vision que vous avez. Donc ça c'est des points qui sont très positifs, mais il est en concurrence avec ces projets-là, donc à voir comment ça se passera. L'autre point, c'est qu'il est dépendant toujours d'une blockchain externe, donc ça peut être un point positif comme négatif, parce que ça veut dire que si il y a des soucis sur Ethereum, etc., il faudra que Kant soit capable de se déplacer rapidement, de migrer rapidement vers une autre blockchain. Ça, on ne sait pas dans quelle mesure il est capable de le faire, on sait juste qu'il en est capable. Donc ça, c'est quand même un point qui est potentiellement négatif, mais il y a quand même des outils pour contourner. Par contre, le fait qu'il ne soit pas open source, c'est un point qui est quand même globalement moins appréciable dans les blockchains, dans le monde blockchain, parce qu'on apprécie quand même de pouvoir savoir ce qui se passe, d'avoir ce côté un peu développeur friendly où vous pouvez aller ajouter des propositions, imaginer des améliorations pour la blockchain. Là, c'est pas possible. Donc, a priori, pas trop dans l'esprit crypto en général, mais on peut comprendre que c'est un fonctionnement différent parce que déjà c'est pas une blockchain, et peut-être pour éviter tout simplement le fait de se faire copier trop rapidement parce qu'ils pensent que leur projet est très très bon. C'est une possibilité, c'est celle que j'ai en tout cas en tête, peut-être qu'il y en a d'autres, n'hésitez pas à les partager.
Alors, graphiquement, qu'est-ce que ça nous donne? Bah, on voit que depuis l'ATH qui était en septembre du coup 2021, on a eu une très 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 grosse baisse, hein, comme le reste des cryptos, mais vraiment ça a été direct jusqu'en bas quasiment à juin de cette année. On a tapé les 45 et depuis on est bien bien remonté, maximal ici à plus de 200 et on est redescendu à 100. Donc on voit que 100 c'est un beau support, donc ça peut être potentiellement une belle zone d'achat. Évidemment, là, avec la semaine qu'on a, toutes les nouvelles, que ce soit l'inflation, que ce soit la Fed, la BCE, les UK, le procès XRP contre la SEC, on peut avoir tout un tas de choses qui se passent. Dans le meilleur des cas, je pense qu'on est capable de remonter au moins dans ces zones-là. Si toutes les nouvelles sont positives d'un seul coup, les cryptos vont pump comme tous les marchés vont pump. Et potentiellement, vous pouvez retrouver un truc, un Kant autour de 180. C'est pas du tout déconnant. Tout à fait possible. À l'inverse, si tout est négatif, on va aller break, hein, la barre descend, et à mon avis, on va aller chercher une zone ici. Vu qu'on n'est pas capable d'anticiper ces informations-là, hein, parce que bah, on n'a pas d'informations réelles, personnellement, je vais attendre ici, je vais attendre cette zone-là, en supposant que les nouvelles seront plutôt, plutôt négatives. En tout cas, les nouvelles économiques. Le procès de XRP contre la SEC, je ne sais vraiment pas, et j'aurais tendance à penser plutôt XRP. Mais bon, tout ça n'est que de la spéculation, on n'en sait vraiment vraiment rien. Donc je vais mettre 2 carrés. Celui du bas, c'est celui dans lequel j'envisage d'acheter. Et ça, c'est celui dans lequel j'envisage que le prix pump dans le cas des meilleurs scénarios. Donc personnellement, je vais attendre là. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà, merci de m'avoir écouté. C'était mon analyse sur Kant. Et je vous dis à la prochaine.